Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, face à face quand vous êtes prêt. Et aujourd'hui, on va faire une espèce de suivi de compte rendu de coaching suite à un mail que j'ai reçu de Géraldine, que j'avais coaché il y a environ 3 mois, c'était au printemps. Et Géraldine en avait assez de son couple et avait trouvé un amant. Et elle m'avait appelé pour faire un coaching. À l'époque et j'avais eu plus trop de nouvelles et je viens de recevoir un mail et je vous en dis l'essentiel. Donc bonjour Bruno, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles, etc. J'avoue que lorsque je vous ai contacté pour faire le coaching, j'espérais que vous me diriez que j'ai raison d'arrêter mon couple car mon mari ne fait plus ce qu'il faut, etc., etc. Bon, je vous passe les détails parce qu'elle me remet ce qu'elle reprochait à l'époque à son mari. Certaines de mes amies m'avaient dit d'ailleurs qu'il était pervers narcissique. Alors ça c'est le mot à la mode. J'ai bien apprécié car vous m'avez remis un petit peu les idées dans le bon ordre en m'expliquant comment fonctionne le cerveau. À l'époque, je ne vous ai pas tellement cru car je pensais être unique et je pense que tout le monde est à peu près pareil. Oui, effectivement, souvent la personne me dit non mais moi c'est pas pareil, le collègue du bureau, je suis vraiment tombée amoureuse de lui et ça m'est tombé dessus, c'était pas prévu, c'est pas comme les autres, etc. Il peut y avoir des exceptions, mais quand même. À l'époque, vous m'aviez expliqué le phénomène de relation pansement et ce qui se passait dans le cerveau lors d'une nouvelle rencontre. Je voudrais que vous me rappeliez comment ça fonctionne et tout ce que vous m'aviez dit. Vous pourriez peut-être faire une vidéo là-dessus. Ce que vous avez prédit s'est passé. Je me suis lassé puis embrouillé avec mon amant et je regrette aujourd'hui d'avoir fait du mal à mon mari et mes enfants. Mon mari est prêt à pardonner, ce sera long, mais le prix à payer est celui-là pour sauver ma famille et mes enfants. Si vous pouviez faire une vidéo pour expliquer ce mécanisme, ce serait au top. Merci, continuez. À très bientôt, Géraldine. Alors Géraldine, de mémoire, elle avait la quarantaine. Et effectivement, c'était une situation traditionnelle, mariée depuis longtemps, des enfants faits après plusieurs années de mariage, et puis l'usure du couple, comme depuis l'âge des cavernes, ça se passe de la même façon. Et elle rencontre, elle passe du temps avec un collègue de bureau qui connaît les principes de manipulation et qui lui explique qu'elle est malheureuse à cause de son mari et qui lui explique un peu tout ce qu'elle a envie d'entendre et qui en profite. Donc ça c'est tout à fait naturel. Alors c'est pour une femme, un mari c'est pareil. Un mari va tomber amoureuse de sa secrétaire, de sa collègue du bureau, qui va en profiter aussi. Le mécanisme est le même. Et puis effectivement, quand on ouvre les yeux, eh bien, on s'aperçoit qu'on a fait une grosse bêtise. Et donc Géraldine me demande de réexpliquer ce mécanisme de rencontre, etc. Donc je vais le faire volontiers si ça peut aider d'autres personnes. Donc j'ai pris quelques notes. Hop, on y va. Alors lorsque nous sommes en crise, nous pensons très souvent que le problème ne vient pas de soi mais des autres, et notamment quand on est marié, ça vient pile poil de son mari. Enfin, on imagine ça comme quand on est ado, nos problèmes viennent des parents qui ne nous comprennent pas. Le phénomène de crise est toujours le même. Le cerveau se protège en disant ça ne vient pas de moi, sinon ce serait catastrophique et j'aurais trop de culpabilité. Donc pour diminuer sa culpabilité, on pense que ça vient des autres et on trouve plein d'erreurs à sa femme et à son mari. Et donc nous rencontrons par un phénomène habituel dans un cercle proche, au travail ou dans un club de gym, une personne avec qui on va passer du temps. Donc on va être dans une enceinte close, on va dire. Donc pour le cerveau, on va être intime, même si on ne l'est pas encore. Pour le cerveau se fait leurrer. Et on va se raconter au bout d'un moment nos petits malheurs, nos choses intimes. Et quand on est dans une enceinte close et qu'on se raconte des choses intimes, pour notre cerveau, c'est qu'on est intime. Et donc on va croire qu'on tombe amoureux de l'un ou de l'autre. Et on va se déculpabiliser en disant c'est la faute de ma femme ou de mon mari. Alors je vous explique ce phénomène de crise et qui est couplé avec la rencontre avec l'autre qui nous dit à peu près ce qu'on veut.
Pendant cette période, notre cerveau va modifier certains processus, notamment dans les zones cérébrales qui correspondent à la molécule dopamine. Le processus, ce cerveau-là va être totalement modifié. Les parties qui servent à gérer aussi l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, est totalement perturbée aussi. Et donc on va avoir un phénomène comment dirais-je, de processus physiologique qui ressemble parfois même à un peu à l'accouchement, c'est-à-dire que la maman va être émerveillée par son enfant, et là la personne va être émerveillée par le collègue du bureau, pour lequel d'ailleurs on n'était pas du tout attiré, ou la collègue du bureau pour laquelle on n'était pas du tout attiré au début. Donc cette molécule-là qui est l'ocytocine va avoir une influence sur certains comportements, et notamment la filiation. Et donc on va croire qu'on est tombé amoureux de quelqu'un, mais c'est juste le phénomène d'ocytocine qui a changé. Et comme le circuit de dopamine est aussi perturbé, le désir et la motivation vont devenir importants chez la personne, et on va désirer tout le temps cette personne. Donc comme je ne peux pas l'avoir tout le temps, en plus comme je suis encore en couple et que souvent la personne l'est aussi, etc., bien, il va y avoir une augmentation de l'intensité des signaux nerveux, et donc on va être un peu en manque, comme on dit, et on va devenir comme un drogué. On va avoir envie de toujours être en contact avec cette personne-là, d'où mes clients me disent mon conjoint, femme ou homme, est toujours en train de textoter avec la personne, et ça reste des textos, parce que certains des conjoints ont accès au SMS ou au mail, et c'est toujours comme des ados, c'est je t'aime mon amour, et bientôt on sera ensemble, etc., etc., etc. Donc dans la rencontre, on va dire normale, où l'un des deux conjoints n'est pas encore en couple, on se voit beaucoup plus souvent, et on apprend à se connaître. Là, comme on ne peut pas apprendre à se connaître si ce n'est par texto, on va voir un phénomène que le cerveau va mettre en place, et qu'il va remplacer la réalité par un désir, par ce qu'il désire. Il va attribuer à l'autre toutes les qualités qu'il désire, même s'il ne les a pas. C'est pour ça qu'ensuite la chute sera violente quand le phénomène cérébral se terminera, parce qu'on verra que la personne est tout à fait différente, puisqu'on y a attribué non pas les qualités qu'il a, mais les qualités que l'on désire. Pour que le sentiment de droguer, de désir, se transforme en quelque chose de plus stable, il faut qu'il y ait un nombre de contacts importants. C'est pour ça que les couples qui vont se mettre ensemble et qui vont fonctionner ont déjà eu beaucoup de contacts ensemble. Ils ont fait des soirées, ils ont vécu plusieurs mois côte à côte sans vraiment s'installer, puis ils ont chacun leur appartement, et puis au bout d'un moment ils se disent finalement on passe la plupart du temps ensemble, pourquoi pas laisser un des deux appartements pour des raisons financières, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut vraiment avoir de multiples contacts physiques, hein, pas que virtuels, pour que dans notre cerveau la partie qui est liée à l'attachement devienne pérenne et stable. Alors ce qu'il faut également pour qu'il y ait un attachement stable, c'est des contacts oculaires réguliers et puissants, ce qui ne peut pas être fait bien sûr par texto, alors on peut par WhatsApp ou des choses comme ça, par vidéoconférence, mais par expérience, les personnes me disent qu'ils font plutôt des SMS ou des mails. Effectivement, ça ne va pas à terme renforcer la zone stable de l'attachement. Donc comme nous n'avons pas de connaissance particulière de la personne, nous n'avons que du désir, on va renforcer à la fois cette attirance physique, donc on va avoir toujours envie de faire l'amour avec la personne quand on se voit, on se saute dessus, et on va compenser le fait qu'on n'a pas assez d'informations par des informations erronées qui sortent de notre imagination, et on voit l'autre comme un Superman, une Superwoman, une super nana sexy, etc. pour nous rassurer. Alors ensuite, si on se sépare et que l'on commence à se voir plus régulièrement, eh bien le phénomène d'imagination va s'estomper, et c'est la réalité qui va prendre la place de l'imagination. Et là, il va y avoir un gros décalage entre la personne telle qu'on l'avait imaginée, qui doit correspondre à nos fantasmes, à nos envies, et la personne qui est telle qu'elle est. Il y a très peu de chances que la personne soit exactement comme on l'avait imaginé. Donc il y a un décalage, et là les conflits commencent, les reproches commencent à fuser. Madame généralement essaye de changer monsieur, monsieur essaye de résister, etc. Et là les conflits commencent, et c'est là qu'on a des périodes de regret. On a mis à mal son couple,
on a fait du mal à son mari, à sa femme, on fait du mal à ses enfants, et on se dit finalement la personne n'en valait pas le coup. Alors au départ, on se cache un peu la face, bien évidemment, hein, pour se dire de toute façon c'est toujours la faute de mon mari, et puis ça va s'arranger, puis je vais le changer, etc. Et puis non, ça ne marche pas comme ça. Alors depuis 1999 que je fais ce métier, il y a peut-être... j'ai jamais vraiment vu, mais peut-être qu'il y a une personne où ça a marché, et encore je ne suis pas sûr parce que j'ai perdu, peut-être deux. Enfin bon, vous voyez que sur des milliers de cas, le phénomène se recompose. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que je l'annonce, avant, quand la personne est dans sa période de crise, elle me dit mais non, mais nous c'est pas pareil, ça m'est tombé dessus, etc. Et nous, ça va marcher. Et quelques mois après, bien évidemment, le phénomène réapparaît. C'est normal, on a tous le même fonctionnement cérébral, à quelque chose près, bien évidemment. Voilà, donc l'erreur que fait le conjoint qui est trompé, c'est de vouloir aller vite, c'est de vouloir culpabiliser l'autre, c'est de vouloir critiquer l'autre. Et donc là, ça renforce justement, ça déculpabilise la personne en disant « je ne peux vraiment pas être avec mon conjoint parce qu'il me met trop de pression à la maison », alors que l'autre, monsieur ou madame avec qui j'ai une relation parallèle, me fait des compliments, c'est merveilleux, il a toutes les qualités ou elle a toutes les qualités, mais ce n'est que dans notre tête, je vous le rappelle. Et donc on se sépare de plus en plus de sa famille pour aller se brûler les ailes, et ensuite le retour fait assez mal. Voilà, donc c'était pour répondre à Géraldine. Je lui ai expliqué dans le coaching ce phénomène-là. C'est exactement ce qui s'est passé pour elle, comme toutes les autres personnes, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que Géraldine, j'ai répondu à votre question, que vous avez maintenant noté toutes les étapes, et que pour l'avenir vous les aurez bien en tête. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, mettez-moi un pouce en l'air, et voilà, ça permettra de diffuser l'information. Si ça peut aider les couples à ne pas faire de bêtises, et quand il y a des enfants au milieu, c'est pas mal. Posez vos questions en commentaire, j'y réponds, et abonnez-vous à cette chaîne, car tous les jours je mets des posts sur YouTube qui sont réservés à mes abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas les voir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.